d'être ici, merci d'être venu sans trop savoir à quoi il fallait vous attendre, peut-être. Donc, vraiment merci. Eh bien, ce que vous allez voir maintenant est une forme de spectacle, une mise en scène, mise en voix, mise en espace de texte. J'ai pensé faire précéder cela d'une toute petite contextualisation, une présentation très rapide. Donc, je suis Émilie Talon, je suis l'autrice en résidence, je vis parmi vous depuis 2 mois maintenant. Et surtout, je suis entre 2 livres. Celui que j'écris maintenant, ici parmi vous, et celui sur lequel je m'appuie. Alors, celui que j'écris en ce moment à Chaumont, c'est-à-dire sur les pentes du mont Chauve, m'a-t-on dit, s'intitule « Vertige perçant ». C'est une histoire abyssale, dont la base est un héritage paternel, un patrimoine, et plus précisément, une histoire héritée, le souvenir d'une expédition que mon père a menée en Iran en 1956. Là, il a gravi des montagnes que je suis moi aussi repartie gravir cet été. Ces montagnes, c'était Tarti Soleiman, le trône de Salomon, et le Damavand, le point culminant de ce pays, un volcan semi-actif dont le cratère est rempli de neige. Écrivant aujourd'hui, chez vous, je m'interroge sur nos ascensions à 60 ans d'écart, sur ce qui les éloigne et ce qui les rapproche, sur ce qui éloigne d'un père et ce qui en rapproche. Et je donne une forme littéraire à cette interrogation sous ce titre de Vertige perçant et sur cette terre de Chaumont. Mais je n'ai pas fait qu'écrire pendant ces 2 mois dans ma tour d'ivoire chaumontaise. Je suis également allée à la rencontre d'autres plumes, les leurs, les vôtres. Et j'ai en effet pu animer un cycle d'ateliers d'écriture, plusieurs cycles même, auprès de publics variés. Pour ces ateliers d'écriture, je puisais l'inspiration dans mon précédent ouvrage, intitulé « Iran, la paupière du jour », qui me fournissait divers supports, des pistes à donner aux différents participants. Vous l'entendez, il s'agissait déjà d'un livre se déroulant en Iran, pays de mes obsessions et de mes songes. Je n'y gravissais pas de montagne, mais j'y plongeais. Dans l'eau du Golfe, de la mer Caspienne, dans des piscines, dans la poussière, à la suite d'une héroïne singulière, Shirin, que je vous présenterai bien volontiers plus en détail à l'issue de notre spectacle, aux dédicaces dans le chapiteau adjacent. Si vous le souhaitez, je vous y attendrai. Le spectacle s'apprête maintenant à commencer. Il s'appelle « Qui veut voyager loin enfourche l'écriture ». Et il est le fruit du travail de chacun des participants aux ateliers d'écriture, même s'il a fallu opérer une terrible sélection parmi leurs textes, évidemment. Je remercie infiniment tous ceux qui ont pris la plume à mes côtés pendant ces 2 mois et qui ont enfourché le dragon. Les étudiants en graphisme du lycée Charles de Gaulle, dont ceux que vous vous apprêtez à voir sur cette scène, Ève, Charlotte, Juliette, Emma, Baptiste, Louane et Aurélie. Parmi les participants, il y avait aussi les personnes détenues de la maison d'arrêt, mais également les membres de l'association initiale, ceux du Point commun, les résidents de l'EHPAD L'Osier Pourpre et ceux de la résidence Jacques Veil. Il y avait enfin le public de la médiathèque Les Silos. Un double merci d'ailleurs à cette formidable médiathèque. Merci à Lucie Webra, à Sandrine Brézolin, à Rémi Sabot et à toute l'équipe, ils transmettront. Je remercie également l'enseignante Emmanuelle Noireau pour son enthousiasme et cette riche collaboration, et Mike Vignac qui me permet de parler dans ce micro ce matin. Notre spectacle « Qui veut voyager loin enfourche l'écriture » va vous faire entendre des textes qui partent tous azimuts. Vous allez arpenter la blanche Scandinavie et la jungle verte. Vous allez traverser la Méditerranée sur différentes embarcations. Qui veut voyager loin enfourche l'écriture. Ça commence maintenant.
Nous entrons dans une phase de sommeil, chacun à notre tour. Le rêve est trop bizarre pour que l'on puisse le décrire. Avec mon imagination, on peut s'envoler, nager, voler et tomber d'une tour à plusieurs étages pour finir par s'écraser et se réveiller brutalement. Le rêve finit par ressembler à une renaissance. Nous entrons dans la neige, chacune à notre tour. Le sol est trop meuble pour pouvoir marcher normalement. Après quelques minutes d'entraînement, on peut enfin se déplacer de quelques mètres. À force de trous de pas et de chutes, nous arrivons enfin à destination. Le sol finit par ressembler à du gruyère. Flora est une fille simple. Elle sait se faire discrète et surprend toujours lorsqu'elle donne crûment son avis. Ça ne colle pas à l'idée que l'on se fait du personnage. En plus de ne pas être très grande, Flora se cache souvent derrière ses cheveux. Lorsqu'elle n'est pas à l'aise, elle donne l'impression de vouloir disparaître derrière son rideau noir. En Laponie, nous nous connaissions depuis presque 2 ans. Elle n'est plus fermée comme une huître depuis longtemps. Néanmoins, Flora reste souvent la plus sage. C'est surtout flagrant dans la neige. Pendant qu'Ambre et Romane font des concours de celle qui sautera le plus profondément dans le manteau blanc en y sautant à pieds joints, Flora reste sur le sentier tracé en riant des chutes des 2 autres. Pourtant, elle participe avec entrain aux batailles de boules de neige. Je pense qu'elle ne veut pas se retrouver dans une situation inconfortable. En effet, Ambre et Romane mettent toujours un temps infini à réussir à sortir de la neige meuble et tombent régulièrement la tête la première dans celle-ci. Alors Flora, tu veux essayer ? Non, ça va. Je préfère vous regarder. C'est vrai que le spectacle est amusant, et le vivre l'est sans doute tout autant. T'es sûre ? Allez, viens, c'est rigolo. Nom de nom, décidément, Flora ne cède pas. Lorsqu'elle a une idée en tête, elle s'y tient. Et justement, elle ne veut pas finir les 4 pattes en l'air dans la neige gelée. Elle me regarde en souriant, heureuse d'être au milieu de ce paysage magnifique, entourée des rires de ses amis, qui n'arrivent décidément pas à sortir de ces sables mouvants. Tu veux essayer ? J'aimerais bien, mais je ne sais pas quoi faire de mon appareil photo. Je peux te le tenir si tu veux. Flora n'est pas toujours partante pour faire des bêtises, mais elle essaye toujours d'aider, surtout si c'est pour pouvoir rire de nous ensuite. Finalement, il n'aura pas fallu beaucoup insister pour voir Flora enfoncer dans la poudre blanche quelques minutes plus tard. Voulant prendre un raccourci, elle finit coincée dans un coin de neige fraîche s'écrasant sous son poids. C'est une méthode sans doute plus surprenante, mais tout aussi amusante, que de ne pas essayer de faire une bêtise, mais d'arriver au même résultat. La méthode Flora, sans doute. Plus discrète et moins brillante, mais qui finit toujours par nous rejoindre au bout du compte. Il y a des instants qui vous marquent. Il y a des instants qui vous marquent, plus que les lieux. Des fragments d'instants qui nous portent, comme cette pirogue nous porte vers le port. Je me souviens de cet instant, sur la mer translucide, d'un verre somptueux sur lequel le soleil jetait ses rayons. Nous étions 5 occidentaux, fraîchement arrivés de France, guidés par le piroguier dont je ne me souviens le nom. Nous étions 5, mais c'est encore Cafiou, ce petit garçon de sûrement 5-6 ans à peine, qui prenait le plus de place. Il y a des êtres qui vous marquent. Il y a des êtres qui vous marquent, et Cafiou en fait partie. Son éclat de rire résonne encore en moi. Éclat qui parvenait à briser le tempo du piroguier. Il y a ces instants où l'on se surprend à s'oublier. Et ce petit garçon, pieds nus dans sa pirogue fétiche, nous a fait oublier ce avec quoi nous étions venus. Ce que nous étions venus chercher aussi loin de notre chez nous. Il nous a rappelé que nous n'avions rien à trouver, que tout était là, sous nos yeux. Il y a des yeux qui vous marquent. Il y a des yeux qui vous marquent. Lors de cette rencontre, la langue n'importait pas. On se comprenait. Les regards en disent davantage. C'est comme si ce garçon avait saisi la singularité de la vie, plus que nous n'en serions jamais capables. Mais il était temps de descendre de cette pirogue, dont le trajet aurait pu durer une éternité, tant que nous étions avec Cafiou, dont le dessein était de soulever nos âmes en riant avec les poissons et en dansant au rythme des vagues. Nous avons troqué à contre-cœur les planches dures de la pirogue pour le sol chaud du port revêtu de pierre.
Il y a des fragments d'instants qui nous portent, comme cette pirogue nous a portés vers le port. Et nous savions que nous n'oublierions pas. Après l'eau de la rivière, nous pénétrons dans la vapeur épaisse de la jungle. Matisse mène le groupe et sillonne la forêt comme s'il l'avait déjà arpentée auparavant. Il semble sûr de chacun de ses pas, comme si l'entité tropicale lui soufflait à l'oreille quelle danse mener. Et moi, plutôt que de veiller à profiter de cet espace dépaysant, je m'applique à suivre mon frère à la trace. Bien que la brumeuse atmosphère me donne du fil à retordre pour distinguer les formes, les découpes végétales, j'arrive à lui emboîter le pas. De temps à autre, lorsque le soleil parvient à percer ce brouillard épais, ses rayons jettent sur Matisse une lumière franche. Sa chevelure dorée nous ouvre la voie sur les cascades. D'un pas assuré, il accélère toujours un peu plus, motivé par ces somptueuses cascades dont on nous a tant parlé. J'accélère le rythme aussi. Je croyais que nous avions semé le reste du groupe, mais mon autre frère parvient également à nous suivre dans cette course folle. « Vous ne pourriez pas nous attendre un peu ?» lance Jérémie à Matisse. Ce dernier ne répond pas et se met à courir. Ça y est, on est tous les trois lancés à la poursuite des cascades. Je ne sais plus vraiment si l'on court pour arriver les premiers ou si l'on pourchasse Matisse pour ne pas qu'il soit seul dans cette étendue brumeuse. On finit par ralentir notre course. Ça fait déjà un bon moment qu'on est parti et les cascades ne pointent toujours pas le bout de leur nez. « Ils sont où les autres ?» me demande Matisse. « Sûrement loin vu comme tu les as semés. » Jérémie arrive également à notre niveau, nous disant qu'on ne pourra, de toute façon, pas voir les cascades avec ce temps. 20 bonnes minutes plus tard, nos parents arrivent enfin et nous disent qu'on est sûrement passé à côté des chutes et que le brouillard nous empêche de les voir. On aura traversé des heures durant cet amas végétal à la poursuite de ces cascades, sans pouvoir les découvrir. Mais ça ne fait rien. En suivant Matisse et sa liberté fiévreuse, j'ai fait une balade à mon sens tout aussi belle. Le chemin m'importait plus à ce moment-là que la destination. J'ai arpenté cet inconnu tropical avec mes frères, et c'est notre lien que j'ai redécouvert. Écoute, c'est Yves qui s'adresse à nous. Dans la cour familiale de mon père. Dans la cour familiale de mon père, à Virigi-Canal, un quartier proche de la mer et de la lagune ébriée. Un quartier situé entre Abidjan et Bassam, avec des gens plus ou moins joyeux, selon leur occupation. Je vivais dans cette cour avec mon père et ma belle-mère. À côté, il y avait la scie. Des voisins, et parmi ces voisins, 2 de mes meilleurs amis, Alan et Dylan. Je me souviens d'eux car je me suis promis de ne pas les oublier. Juste en face des arbres, et même dans la cour, il y avait des arbres et du sable. Dans la cour familiale de mon père, il n'y a pas d'amour. Nous vivons tous ensemble, mais nous n'étions pas tous heureux. De toute façon, je le savais, car je n'étais pas heureux et mon père ne l'était pas non plus. Néanmoins, j'armais le dimanche dans cette cour, car c'était le seul moment où nous étions une famille, heureux, ou du moins, nous faisions semblant de l'être. Le dimanche, papa ne travaillait pas. Nous allions à la messe, et à notre retour, il y avait du café dans une grosse gamelle et du pain. Nous aurons pu manger ensemble, tous ensemble, à table. Mais même le dimanche, chacun devait se servir et manger là où il voulait. Mais vu que nous n'étions pas heureux, papa m'a annoncé que nous allons devoir quitter cette cour. Car la jalousie de ses frères et sœurs devenait pesante. Rien que de penser que j'allais être enfin heureux et épanoui m'excitait. J'avais hâte de partir. J'étais qu'un enfant, mais je me devais d'être grand pour comprendre que partir était la meilleure solution. J'ignorais jusqu'en quittant cette cour avec papa, quelques mois plus tard, papa allait me quitter pour toujours. Au coin de la rue César, entre un épicier et une pharmacie, il y a un café, le café Laurier. Un peu vieillot peut-être, mais si calme. J'aime y aller pour lire un nouveau roman acheté au bouquiniste 5 minutes plus tôt. Comme à mon habitude, je commande le chocolat chaud liégeois.
Ce que j'apprécie ici, c'est que parfois ils ornent le haut de la chantilly avec des pépites de chocolat. Assise à côté de cette fenêtre, j'observe la rue, mais aussi l'intérieur du café. Le serveur qui sèche ses tasses fraîchement lavées en observant les clients au cas où un bras se lève. Dans un coin, une jeune fille habillée simplement, avec un pull, un jean, sur les genoux l'écharpe qu'elle avait en passant la porte. À côté d'elle, un bonnet bordeaux et un manteau noir qui se font presque avec la banquette. Elle est plongée dans son livre, un livre de Stephen King. C'est un bon auteur, j'ai lu certaines de ses œuvres. Je parcours la couverture, puis son visage, et je me retrouve face à des yeux bleus qui me fixent amicalement. Son léger sourire me le confirme. Sur sa table, un chocolat chaud avec la moitié de la chantilly déjà dégustée. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Ça donne envie d'aller à la rencontre de ce reflet et dire « Bonjour ». Bonjour. Que penses-tu de Stephen King ? Oh, j'aime bien, même si parfois ça fait peur. Je crois que c'est pire quand on regarde les films. Au fait, je m'appelle Adèle. Moi, c'est Sophie. Toi aussi, tu aimes bien lire dans les cafés ? Oui, j'aime cette ambiance avec l'odeur du café, les allées et venues des clients, les bruits des machines, mais surtout j'aime ce café avec leur chocolat. Et toi, tu viens souvent ici ? Non, c'est la première fois, mais je pense revenir. Alors on se recroisera peut-être ? Peut-être. Tu lis quoi, toi, en ce moment ? Un livre de Georges Perec. Ça, c'est ce que je dirais si j'osais parler aux gens. Peut-être que de ces rencontres naîtraient de belles amitiés ou relations, mais ça, je ne le saurais jamais, je crois. Au bar, debout autour d'une table ronde, nos verres de bière à moitié vides. Tout s'active autour de nous. Le match de foot opposant deux grandes villes échauffe les esprits. Et les cœurs, plongés dans ce combat, explosent de sentiments. Il y a la joie, la colère, l'impatience, la surprise. Le tout s'exprimant par des expressions courtes ou des phrases qu'un professeur de français serait offusqué d'entendre. Les tables pleines, tous les mots et les sons se rencontrent. Le travail de l'un se retrouve de la conversation d'une sortie au musée du Louvre. La culture se retrouve perdue dans le récit d'une fête trop arrosée et dont les souvenirs sont flous. Le tintement des verres, des chopes, des coupes viennent s'ajouter avec la plonge régulière du barman, tant il y a de monde ce soir. Avec Sophie et Paul, nous sommes au milieu de cette pièce et nous discutons presque d'oreille à oreille, sinon c'est incompréhensible. Tous mes sens sont en alerte. Je rêverais d'être dans une forêt, sous un ciel bleu tout dégagé. Un ciel qui me paraîtrait clairsemé à cause des branches et des feuilles. Un monde au ralenti, où c'est le vent qui vient mettre au mouvement la calme nature. Un monde où le bruissement des feuilles, les petits bruits des animaux, les craquements du bois résonnent paisiblement. Emma rêve de forêt et de ciel. Elle échappe au présent brutal. L'imaginaire est une échappatoire. Le souvenir aussi. À quoi vous rêvez, vous, pour vous échapper à une situation déplaisante ? À la mer ? À l'enfance ? Au monde parallèle ou enfoui ? Le chat qui vient, qui va, me regarde tendrement en clignant ses yeux devant moi, en remuant la queue et son visage me souriant. C'est l'impression qu'il me donne. Mais je sais très bien qu'il sait que j'ai compris qu'il veut me dire quelque chose. En posant plusieurs fois sa patte debout sur mes genoux, j'ai compris qu'il me montre son amour. Ayant sa gamelle bien remplie, j'ai remarqué que ce n'était pas à manger qu'il voulait, mais plutôt que je porte attention à lui. Nous entrons dans la chambre, chacun à notre tour. La pièce est trop petite pour y entrer à l'aise. Heureusement, par la fenêtre, on peut regarder dehors. La pièce finit par ressembler à une forêt.
Nous entrons dans l'espace-temps, chacune à notre tour. La passerelle est trop haute pour que nous apercevions l'autre monde. Mais on peut, chacune à notre tour, toujours, la pousser pour entrevoir l'autre côté. La passerelle finit par ressembler à un passage vers l'autre côté du miroir. Nous entrons dans l'océan, chacune à notre tour. La vague est trop douce pour nous emporter au loin, chacun de notre côté. On peut simplement se laisser glisser vers le fond et sentir au creux de la main quelques grains de sable mélangés aux algues. La vague finit par ressembler à une large paume fraîche et enveloppante. Nous entrons dans la grotte, chacune à notre tour. La galerie est trop basse pour que nous puissions y tenir debout. En marchant accroupi, on peut toutefois avancer lentement et chacun se retrouve à l'intérieur. La galerie finit par ressembler à un terrier de lapins qui regagnent leur abri pour la nuit. Nous entrons dans ce sombre endroit, chacune à notre tour. La grotte est trop exiguë pour nous toutes. Nous sommes serrés, mais on peut entendre nos voix résonner avec force. Elles prennent une ampleur folle. On commence à chanter n'importe quoi. La grotte finit par ressembler à un concert atroce. Tu es resté longtemps dans la grotte? Non, je me suis enfuie. Et qu'as-tu fait après ça? J'ai poursuivi mon voyage jusqu'à me retrouver à la table d'Horatio. À la table d'Horatio? Tu me racontes? Horatio est au bout de la table. Il mène le repas comme à son habitude. Ce grand gaillard, barbu, impressionne par sa posture, bâti comme une armoire, mais ce soir, il est effacé. Son allure pourrait faire supposer un personnage haut en couleur, bavard et bruyant, au caractère enflammé. Mais il reste discret à siroter sa soupe, à part. Il est un peu éteint ce soir. Nous, tout autour de la table de la salle principale de la maison, on rit, on parle, on se resserre à foison. Nous formons un joyeux bourdonnement qui emplit la salle. Parfois, Horatio nous regarde et esquisse un sourire, parfois même un léger rire, juste avant de replonger dans sa dégustation. C'est le seul moment de la journée où l'on n'entend plus sa forte voix. Il ajuste les nôtres, qui fusent de part et d'autre de l'assemblée. Soudain, Antonin se décide à défier Horatio. Au milieu de la table trône une petite bouteille rouge, une sauce aux épices. La bouteille que personne n'ose toucher. Horatio nous tanne depuis maintenant quelques jours avec cette sauce. Il dit qu'elle est 10 fois plus forte que le tabasco et qu'elle lui a fait déjà perdre l'odorat et le goût pendant quelques semaines. Antonin, à côté de moi, et tout fier, propose un jeu, un pour combien. Celui de manger une cuillère entière de la sauce. Horatio accepte, contre toute attente. Antonin me propose de me joindre à eux. Allez, vas-y, ça va être drôle. Je refuse. T'es fou ou quoi? Je sais que je ne crains pas beaucoup les plats épicés, mais là, je suis réticente à l'idée de perdre quelques-uns de mes sens au passage. Les deux fanfarons font cul sec de la cuillère. Antonin devient rouge dans la seconde. Il tousse et crache le poison. Tandis que l'œil pétillant d'Horatio le toise. Il n'a pas scié, juste une larme au coin de l'œil. Impressionné, je le regarde. Il est tout fier. On ne voit plus que lui maintenant. Il a repris place au sein de l'effervescence du dîner. Sa discrétion s'est brisée comme du verre. Il m'impressionne par sa capacité à s'effacer, puis à ressurgir, comme une bombe au milieu du bouillonnement environnant. Il a retrouvé de son ardeur. Il illumine la pièce maintenant. Mohamed, toi qui écris des livres portés au nu, j'ai envie de te poser une question. Qui déshabille l'autre? L'auteur ou le mot? Eh bien, je crois que c'est d'abord l'auteur qui déshabille le mot, dans la mesure où il cherche à trouver un sens beaucoup plus juste, beaucoup plus précis à ce mot-là, pour qu'il soit en accord avec sa sensibilité. Donc il est obligé, je crois, de le déshabiller, de voir toutes ses connotations possibles, de voir tous ses sens possibles, d'explorer sa polysémie s'il en a, pour tenter de lui faire rendre gorge, pour lui faire dire tout ce qu'il a à dire. Mais je crois que en même temps qu'il déshabille le mot, forcément il est en train de se déshabiller, puisque l'entreprise qui consiste à chercher la justesse du mot est liée
vraiment de façon très intime, à l'entreprise qui consiste à chercher la justesse de son propre sentiment. Donc je crois que voilà, l'écrivain et le mot centre des habits dans un geste d'amour érotique très beau finalement. Merci Mohamed. Ça t'inspire? Oui, enfin, disons que j'essaye moi aussi de trouver les mots justes, ce qui colle à mon émotion. Nous sommes sur l'île des Canaries, il est tard, la nuit est tombée depuis un certain moment et la panique est présente. Le bus, nous avons raté le dernier bus qui pouvait nous ramener à l'hôtel. Nous sommes loin, trop loin pour marcher, nous paniquons. Que va-t-il se passer? Allons-nous passer la nuit dehors? Il commence à faire froid, il n'y a personne autour, rien que moi et mes amis, délaissés, perdus, en train d'angoisser et de rire nerveusement. Les émotions se mélangent, tout se mélange, les questions se mélangent dans sa tête. Je regarde mon téléphone, aucun réseau, rien ne va. On ne peut pas être les seuls dehors, ce n'est pas possible. Nous restons debout, à l'arrêt de bus, à regarder au loin comme si un véhicule allait arriver comme par magie. Il ne faut pas se faire d'illusions, rien n'arrivera. Il est trop tard. Un taxi! Il vous faut un taxi! Elle a raison, c'est notre seule solution. Mais où en trouver? Sans réseau pour en contacter. Je n'arrive pas à voir l'issue de la situation, seules des pensées négatives me restent en tête. Nous n'avons rien à manger, nous sommes éloignés des commerces. Ce que j'aimerais être chez mes parents à ce moment-là. Je rêvais de ce voyage depuis longtemps, mais à ce moment précis, je le regrette. Une seule erreur de parcours, et tous les beaux moments passés cette semaine s'envolent petit à petit, pour ne laisser que l'angoisse monter en moi, toujours de plus en plus forte. Pense à ta maison, à tes parents, pense à des moments positifs, Baptiste. J'essaye. J'y arrive, oui, je crois. Oui, c'est bon. Je me vois allongé dans le canapé, avec ma mère à côté de moi, devant la télévision. Repenser à ce moment partagé avec elle me détend un peu. J'y retournerai bientôt. Je me retrouverai une nouvelle fois sur ce cuir froid, avec un plaid, qui me recouvre à raconter nos péripéties, en rigolant de ce qui nous est arrivé. Je serai au chaud, dans mon chez-moi, en sécurité, là où rien ne peut m'arriver. Là où je sais que je ne serai pas perdu. Là où je sais que j'aurai un lit qui m'attendra le soir, où aucune angoisse ne pourra m'atteindre. Des crimes ramènent à la réalité. Mes amis sont en train de faire des signes à un homme au loin. Il porte un gilet jaune. Est-ce un agent de la ville? Pourrait-il nous aider? Pourvu que oui. Je ne peux pas penser qu'il ne puisse rien faire. Il doit avoir un téléphone, il doit connaître quelqu'un ici. C'est obligé. Une de mes amies parle espagnol et décide de s'avancer vers lui. Il n'a pas confiance. Il pense que nous voulons l'arnaquer. Nous a-t-il bien regardé? Ne ressent-il donc pas notre panique et notre détresse? La tension monte davantage. Mon corps frissonne entre froid et peur. Nous lui demandons s'il est possible d'avoir un taxi. Il dit que non, à cette heure-là, rien ne circule. Ce n'est pas possible. Il ment, je ne vois que ça. Nous n'avons pas l'argent pour nous loger ailleurs, que là où nous sommes déjà installés. Le taxi est notre seule issue. Il doit nous aider. Je le supplie un moment. J'ai une lueur d'espoir. Allez, il faut y croire, allez! Mais l'espoir retombe immédiatement. Il refuse toujours, pensant que nous n'avons pas les moyens de payer un taxi. Nous les trouverons, les moyens, tant que nous ne passons pas la nuit dehors, à dormir sur le sol, à découvert, avec nos affaires sur nous. Baptiste, il vous faut une excuse. Oui, il faut qu'il se sente obligé de nous aider. Je vais voir mon ami et lui parle de mon idée. C'est brillant, et si ça ne fonctionne pas, alors cet homme n'est pas humain. Mon ami commence à se tordre dans tous les sens, comme si elle était remplie de douleur. L'homme s'interroge. « Ces cachets, ils sont à l'hôtel !» je hurle. L'homme comprend, il prend son téléphone. « Continue », je murmure à mon ami. « Ça fonctionne. » Vous vous en êtes sorti? Oui, mais nous n'étions pas au bout de nos peines. Le lendemain, on embarque pour, ouvrez les guillemets, une gentille excursion touristique. Et comment alors? Les vagues s'agitent, le vent souffle, le bateau est rempli de touristes venus voir le volcan. L'île se rapproche, mais les vagues secouent fortement l'engin, et nous aussi par ailleurs. Allons-nous réussir à rejoindre la terre ferme? Ou sommes-nous condamnés à rester au milieu de l'océan, à attendre que l'eau se calme? Cela fait déjà 10 bonnes minutes que le bateau affronte cette immensité bleue. Des enfants pleurent. Des personnes se penchent sur le rebord pour soulager leurs estomacs, brassés par les mouvements que les vagues procurent. Impossible de rejoindre l'île pour le moment. Les déferlements sont trop forts. Nous sommes piégés au milieu de nulle part.
le ventre vide, des nausées se faisant ressentir. Le contraste est fort entre le blanc de nos visages et le bleu profond de l'océan. Nous sommes tous coincés dans le petit espace qu'est le bateau. Nous sommes tous collés, à nous concentrer pour ne pas dégobiller notre petit déjeuner. Nous sommes tous là, à regarder l'horizon pour penser à autre chose. Nous sommes tous dans le même bateau. Être dans le même bateau, devoir affronter ensemble quelque chose, une situation d'adversité, dit le dictionnaire. Être dans le même bateau, c'est être dans la même galère, ensemble. Dans le Zodiac en pleine mer. Une fois embarqué, le capitaine du Zodiac prit les larges. Nous étions 56 personnes. Femmes enceintes ou pas, jeunes, moins jeunes, enfants et bébés. Nous étions tous concentrés dans notre prière, car la mer était vraiment impressionnante. Plus nous avancions, plus le Zodiac coulait, vu le poids. Shérif, un jeune Guinéen, était du voyage. De couleur de peau claire, il mesurait à peu près 1,70 m. Fort, un physique de sportif. Au bout de quelques heures, le capitaine perdit l'orientation. Et là, la souffrance commença. Le Zodiac commençait à couler, vu le poids des hommes et les bidons d'essence. C'était la panique totale. Il fallait faire des choix. Le capitaine décida de jeter certains bidons d'essence. C'était une erreur, mais nous n'avons pas le choix. Une journée s'était écroulée. L'orage, les gigantesques vagues, de la taille d'un immeuble de 5 étages, s'est mis à nous emporter. Oui, nous n'avons plus d'essence, pas de nourriture, pas de téléphone et pas d'eau potable. Le Zodiac s'est mis à couler. L'eau entra par le bas et par le haut. Et comme si ça ne suffisait pas, la pluie se mit de la partie. Nous avons tous cru que c'était notre mort. Shérif et moi et d'autres personnes décidons de descendre du Zodiac afin que les femmes puissent vider l'eau qui était dans le Zodiac. Yves, nous allons mourir. Mais non, Shérif, je crois en Dieu et sache que ma mère a eu une révélation avant notre voyage. Oui, nous allons souffrir, mais nous allons pas du tout mourir. Je disais cela à Shérif. D'accord, Yves, je te fais confiance. Dans ce Zodiac, il y avait des hommes forts, mais les femmes l'étaient encore plus. À un moment donné, le Zodiac changea de trajectoire. Shérif se lança en pleine mer et retourna le Zodiac à lui tout seul, afin de reprendre la route initiale. C'était incroyable, et l'espoir reviendra en chacun de nous. De nouveau, malheureusement, une femme perdit la vie dans le Zodiac. Shérif, Yves, tu viens m'aider? On va la jeter dans l'eau. Non, Shérif, j'ai pas le courage de le faire. Certains hommes qui refusa de descendre du Zodiac alla aider Shérif afin de jeter la pauvre femme dans l'eau. J'avais tellement peur que j'ai piqué une crise face à cette scène. Mais l'on n'avait pas le choix. Il fallait faire de la place. 2 jours s'écroula et nous étions en pleine mer. Pendant une conversation avec Shérif, nous entendions le bruit des oiseaux. Un hélicoptère qui nous recherchait depuis 2 jours. Shérif me disait, on vient nous sauver. Nous sommes arrivés en Espagne. Je ne croyais pas. Chez moi, c'était la marine marocaine qui venait nous sauver et nous ramener au Maroc. J'avais pas envie. Shérif me disait, Yves, c'est la Croix-Rouge, regarde. Je vis un bateau qui vient vers nous en vitesse. Ouf, nous sommes sauvés. Oui, Yves, nous avons travaillé, tout le monde se bousculait afin de monter le premier dans le bateau. Moi et Shérif restons les derniers à monter. Après avoir fait monter les femmes, les enfants et les autres, je me suis promis de ne jamais oublier ce jeune homme fort et courageux qui a participé à notre suivi. Nous rentrons dans le sanctuaire, chacun à notre tour. Le tori,
portail indiquant l'entrée d'un sanctuaire shintoïste, est trop imposant pour que nous puissions passer à côté de lui sans l'apercevoir. Une fois devant l'autel, nous prions. On peut remercier les divinités pour être arrivés jusqu'ici. Après nous être recueillis, nous partons et nous nous éloignons rapidement du sanctuaire. Le tori finit par ressembler à un portail entre deux mondes. Distinct. Et liés. Je me retrouve là, après plusieurs kilomètres de marche sans réel but, juste pour le plaisir de la découverte et de ressentir une once de sensation de liberté. Cette forêt m'a appelée, je l'ai sentie. Pourtant il n'y a personne, pas un bruit, pas un animal qui viendrait troubler la profonde plénitude de ce labyrinthe végétal aux arbres immenses et dont les cimes ne sont même pas visibles de là où je me situe, les pieds sur cette terre humide, ancrée comme les racines de ces vieux bois. Je suis absolument et profondément seule. Je me sens bien. J'arrive pourtant au pied d'un nouveau tori, ce portail shintoïste qui indique le passage dans un sanctuaire où vivent les esprits de la nature appelés kami. Je ne suis donc sûrement pas seule. J'aime cette idée que tous les êtres vivants seraient pourvus d'une âme, que dans chaque végétal autour de moi se trouverait un esprit. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela me rassure. Je décide alors de me recueillir devant ce tori en m'inclinant pour montrer mon respect aux divinités qui m'entourent à ce moment-là. Après quelques minutes passées au pied de ce portail, je décide de poursuivre mon chemin en le franchissant. Je traverse. À ce moment-là, je pénètre sur les terres sacrées où réside une multitude de divinités. Je rentre chez eux. Je ne me sens plus seule, mais je me sens profondément bien et en sécurité. Et toi, Ève, tu te sens bien ? Pas vraiment, c'est la fin des vacances. C'est la fin de mes vacances à Nice. Me voilà assise dans la 3e voiture du train en direction de Paris, place 12. Le paysage défile sous mes yeux. À côté de moi, un homme inconnu dort profondément. Il prend toute la place. Le train est bondé de monde, cela m'oppresse. Des enfants crient à ma droite, une femme parle fort au téléphone en face de moi, une autre encore se plaint de la chaleur. Certains passagers passent dans l'allée et me frôlent en rejoignant leur siège. Je commence à avoir des sueurs froides qui traversent tout mon corps. L'angoisse monte en moi, j'ai l'impression de déborder. Ma respiration s'accélère, mes yeux deviennent humides. Vite, je dois penser à autre chose. Soudain, la mer apparaît à la fenêtre. Je décide de m'y plonger. La mer. Je me souviens de cet instant avec Lilou. Nous avions décidé de passer la matinée à la plage. C'est un de ces rares moments où je me sens loin de tout. C'est une belle journée. Nous nous baignons pendant un beau moment, la mer nous rafraîchissant de la chaleur écrasante de Nice. Elle me raconte sa vie ici, ses habitudes et à quel point le sud lui a manqué durant cette année à Chaumont. Puis nous retournons sur les galets brûlants et nous nous allongeons sur l'unique serviette que nous avons prise le matin même. Ma tête repose sur son épaule, le bruit des mouettes et des vagues m'apaise. Je suis bien ici, je ne veux jamais repartir. Un enfant hurle à ma droite, me revoilà dans le train. J'avais réussi à m'apaiser, mais je sens mon angoisse revenir lentement, toujours cachée dans un coin. Je ne peux pas rester une minute de plus ici. Je me lève et décide de sortir de la voiture. Je me retrouve devant la porte du train et je m'assois dans les escaliers menant au 2e étage. Je souffle un peu, j'y retournerai quand j'irai mieux. Entre quatre murs. Entre quatre murs, nous sommes bloqués. Si les murs parlaient, nous les aurions écoutés. Dans chaque geôle, il y a une histoire. Sur chacun de ces murs, il y a une âme, une écriture, une signature, un passage, une ouverture vers la pensée qui nous font nous poser des questions. Et si les murs parlaient, ils nous diraient la vérité, nous conseilleraient, car seuls les murs savent la vérité. La prison est un grand mot. Il résonne chaque jour aux détenus qui y sont emprisonnés, chaque jour aux gardiens, au personnel et aux autres qui y sont enfermés.
Sur chaque visage, un sentiment différent y est camouflé. Sont-ils innocents, coupables? Derrière ces gros blocs de pierre et barbelés se cache une histoire. Et cette histoire finira un jour par se terminer libre. Nous sortons de l'écriture, chacun à notre tour. Nos textes sont des traces, des pages, des fragments de livres imprimés dans vos seules mémoires. Avec une plume, on peut. Danser dans une pirogue. Faire naufrage. Oser. Râper sa mémoire jusqu'à en faire des flocons, une neige. Rendre hommage à son chat. Pénétrer dans les grottes. Créer des sanctuaires.